Alors Françoise Guetton-Segré, cette fameuse taxe d'habitation qui a été longtemps d'ailleurs sous le feu des critiques, va disparaître. Depuis combien de temps on sait qu'elle va disparaître? C'était au programme du président Macron? C'était un engagement du président de la République, effectivement, et elle disparaît progressivement depuis 2018, puisque pour 80% des foyers fiscaux, elle a baissé de 30% en 2018, 65% en 2019, et puis elle va disparaître totalement en 2020. Et puis pour les 20% dits les plus riches, eh bien, ce sera progressif pour disparaître totalement en 2023. La dernière fois, ce sera 2022. Alors on va développer tout ça dans un instant, mais d'abord, on regarde ensemble cette vidéo. T'en es où, toi, question taxe d'habitation? Oh, je comprends plus rien. Entre suppression totale et baisses annoncées, vous êtes perdu. On vous explique tout. La taxe d'habitation est un impôt local exigible pour toute personne, propriétaire ou locataire, qui habite un logement, qu'il s'agisse de sa résidence principale ou secondaire. 29,5 millions de Français sont concernés. Son montant dépend principalement des caractéristiques du logement, de vos revenus et de la composition de votre foyer au 1er janvier de l'année d'imposition. Mais son taux dépend aussi du niveau d'imposition décidé par votre collectivité locale. Bref, c'est du sur-mesure. Mais petite révolution, pour 80% des foyers fiscaux, la taxe d'habitation sera définitivement supprimée en 2020. Elle a déjà baissé de 30% en 2018 et de 65% en 2019. Pour les 20% des ménages restants, les plus aisés, l'allègement sera de 30% en 2021, puis de 65% en 2022. Selon le gouvernement, en 2023, plus aucun foyer ne devrait payer de taxe d'habitation. Mais attention, uniquement sur sa résidence principale. Ça y est, vous y voyez plus clair ? Et on va continuer à éclaircir tout ça ensemble. Alors effectivement, Françoise, déjà peut-être on va revenir sur cette taxe d'habitation qui existe depuis longtemps finalement. Depuis combien de temps elle existe? Dans sa forme actuelle, elle existe depuis les années 70. Oui. Les valeurs locatives cadastrales ont été mises en œuvre en 1973, je crois. Comment elle est calculée, la taxe d'habitation? Donc la taxe d'habitation, elle est calculée tout d'abord sur la base de ce qu'on appelle une valeur locative cadastrale. C'est quoi? C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que les immeubles ont été classés dans des catégories. Et puis, par commune, on a appliqué un tarif au mètre carré pour chaque catégorie. Et donc, on applique ce tarif, pour dire les choses de façon très simple, c'est peut-être un peu plus complexe de ça, à une valeur locative pondérée, à une surface pondérée. Et donc, pourquoi une surface pondérée? C'est-à-dire qu'on prend la surface du logement et puis on rajoute des mètres carrés en fonction du niveau de confort, en fait. Oui. Donc, si vous avez deux douches dans votre logement, eh bien, ça fait on paiera plus des cher. mètres carrés supplémentaires. D'accord. Et donc, effectivement, après, sur la base de cette valeur locative cadastrale, on applique un taux voté par les collectivités qui sont bénéficiaires de cet impôt. Ah oui, l'impôt, effectivement, est reversé aux collectivités. L'impôt est versé aux communes et pour une partie aussi à ce qu'on appelle les établissements publics de coopération intercommunale, pour le dire autrement, les communautés de communes. D'accord. Elles peuvent différer, ces taxes d'habitation, vraiment beaucoup d'une ville à l'autre en France? Elles peuvent effectivement être très différentes d'une ville à l'autre. Les taux d'imposition peuvent être plus ou moins élevés. Elle dépend de l'habitat. Elle est assez peu, finalement, même s'il y a des dispositifs pour l'adapter plus ou moins aux revenus de celui qui la paye, malgré tout, elle peut rester assez injuste en réalité et pas tenir suffisamment compte des capacités contributives de chacun, d'où la volonté de revenir sur cet impôt-là et de le supprimer. Qui est-ce qui l'a payé jusqu'à maintenant? Donc, sont redevables de la taxe d'habitation toute personne qui jouit d'un logement, enfin d'une habitation à titre privatif au 1er janvier de l'année. Il y en a qui sont exonérés quand même de la taxe d'habitation? Il y a des personnes qui sont exonérées, alors ça concerne plutôt soit des personnes âgées, soit des personnes handicapées, donc il y a un certain nombre de personnes qui sont effectivement exonérées de la taxe d'habitation. D'autres bénéficient d'abattements et de choses visant à l'adapter finalement à leur situation. Alors Françoise, on a une question d'un téléspectateur, c'est Corentin qui nous pose une question par rapport à la date d'emménagement dans un logement et est-ce qu'on paye ou pas la taxe d'habitation? On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Corentin, j'ai aménagé dans mon appartement fin décembre et du coup je voulais savoir comment ça se passerait pour la taxe d'habitation, est-ce que j'aurais besoin de la payer? Bien donc, si Corentin a emménagé fin décembre 2019,
il sera assujetti à une taxe d'habitation parce qu'il habite son logement au 1er janvier de l'année. Et puis, en fonction des revenus de Corentin, eh bien, soit il bénéficiera de ce dégrèvement total de la taxe d'habitation, donc il aura une taxe d'habitation à payer selon le niveau de ses revenus. Alors, je reviens juste sur la date, là, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que beaucoup de gens savent. Il vaut mieux emménager finalement le 2 ou le 3 janvier, et ça évite de payer la taxe d'habitation sur l'année. Alors ça, effectivement, c'est pour la première fois où on emménage quelque part, je dirais, parce que sinon, si on change de logement, on la paye dans l'ancien logement jusqu'à la date où on le quitte, et après, effectivement, ça dépend où on se trouve. Mais alors, on va revenir sur le calendrier de cette disparition annoncée, effectivement, de la taxe d'habitation. Redites-nous un petit peu les dates. Donc, il y en a déjà qui payent moins ou plus du tout de taxe d'habitation depuis 2018 ou alors, pas elle diminue progressivement, donc pour 80% des foyers fiscaux les plus modestes. Donc, elle a diminué, comme le montrait votre petit reportage, de 30% en 2018, de 65% en 2019, et elle va disparaître en 2020. Pour tout le monde, non. Pas pour tout le monde. J'ai dit pour 80% des foyers fiscaux et pour les 20% les plus riches, si on peut exprimer ça de cette façon. Donc là, on parle vraiment de ceux qui ont des revenus, du revenu fiscal. Hein. Voilà. Donc elle va disparaître progressivement, toujours sur la résidence principale. Le reportage le notait, mais ça ne concerne que les résidences principales. Donc elle va disparaître progressivement, donc à partir de 2021, avec un dégrèvement d'abord de 30%, puis en 2022, 65%, pour disparaître totalement en 2023. Je vois Sophie qui acquiesce. Françoise aussi, est-ce que vous saviez tout ça ? Non, je n'avais pas tous les éléments. Non, j'apprends avec plaisir qu'effectivement, elle doit disparaître pour tout le monde. Vous voyez, c'est utile. Hein, c'est utile d'en parler, de faire un petit peu de pédagogie. Ce qui devrait faire une économie en moyenne, quand on sera au bout de la réforme, pour tous ceux qui en auront bénéficié, de l'ordre de 723 € en moyenne. D'accord. Petite précision, quand on parle de revenu fiscal des 20% des foyers peut-être les plus aisés qui payent encore la taxe d'habitation, on parle de quel seuil ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Le revenu fiscal à ne pas dépasser Le revenu fiscal à ne pas dépasser, donc pour une personne célibataire, c'est de l'ordre de 27 500 € à peu près. Donc pour un couple, 43 500 € je crois. Et puis donc pour un couple avec 2 enfants, inférieur à 56 000 €. Mais pour tous ceux qui veulent savoir s'ils peuvent bénéficier, il y a sur le site impôt.gouv un simulateur en ligne qui permet, en remplissant quelques cases sur son revenu de référence, son nombre de parts, etc., de voir si on peut bénéficier effectivement. Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est que pour éviter l'effet seuil, il y a aussi un dégrèvement progressif. Pour éviter que dès qu'on dépasse d'1 € le seuil, on soit taxé pleinement à la taxe d'habitation. Là, on parlait effectivement des résidences principales. Est-ce que pour ceux qui ont des résidences secondaires, peut-être vous en faites partie, est-ce que l'impôt, du coup, va augmenter ? Non, il n'y a pas de raison que l'impôt augmente pour ceux qui ont des résidences secondaires. L'impôt, il reste sur la base. C'est exactement les mêmes modalités de calcul qu'actuellement. On a une autre question. C'est Sabrina qui nous pose une question par rapport à la mensualisation de la taxe d'habitation. Bonjour, je m'appelle Sabrina et je paye ma taxe de façon mensualisée. Je ne sais pas trop comment ça va se passer avec la nouvelle loi. Y a-t-il des démarches à faire pour se faire rembourser si on a trop payé pour l'année ? Alors Françoise, qu'est-ce qu'on lui répond à Sabrina ? Donc Sabrina, en 2020, elle paye mensuellement sa taxe d'habitation sur la base de la taxe d'habitation qu'elle a eu à payer en 2019. Donc elle paye tous les mois 1/10 de ce montant. Donc si elle bénéficie normalement de la suppression de la taxe d'habitation, si elle est bénéficiaire, il ne lui restera qu'à payer, si elle y est assujettie, que la contribution à l'audiovisuel public. Ah oui, ça, tout le monde va continuer d'ailleurs à payer ça. Donc qui est de 138 € pour 2020. Donc il lui appartient de faire modifier le niveau de ses mensualités de façon à ne prélever qu'à hauteur de ce qui reste dû. Donc en l'occurrence, s'il reste la contribution à l'audiovisuel public, eh bien, pour les limiter à 13 € par mois. Donc tout ça peut se faire directement sur le site impôt.gouv ou à partir de... Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Françoise. Si vous avez des questions, des témoignages, vous n'hésitez pas à nous contacter de toute façon au 0805 383 383 ou à nous laisser aussi un petit mot sur notre page Facebook. Ensemble, c'est mieux. Merci beaucoup Françoise.